Bienvenue pour la deuxième journée d'Agora Live Supply Chain avec aujourd'hui Prologis, un thème important, comment l'immobilier logistique aide les chargeurs à s'adapter à la nouvelle donne. Autour de la table, Cécile Tricot, directrice générale Europe du Sud de Prologis, et puis Fabrice Pierga, président directeur général d'Exterzis, donc un chargeur client de Prologis. Alors, je précise qu'au cours de cette journée, vous allez pouvoir continuer de voter pour la start-up de l'année avec les résultats qui seront dévoilés tout à l'heure à midi. Et un email vous rappelle qu'il est possible effectivement dès maintenant de voter pour l'élection de la start-up. Alors je me tourne vers Cécile Tricot. Bonjour. Bonjour. Prologis, quelques mots donc sur cette entreprise leader de l'immobilier logistique pour les entrepôts. Malgré la crise, comment ça se passe ? Alors, en effet, on est un opérateur immobilier logistique. Notre métier, c'est de acquérir, développer et gérer des entrepôts pour les mettre à disposition de nos clients. L'immobilier logistique, dans le cadre de la pandémie, a, on va dire, bénéficié d'un certain nombre de mouvements, on va dire. C'est tout d'abord le développement du e-commerce, du fait qu'on ait été confinés chez nous. Le développement également, enfin le besoin d'améliorer les stocks ou de refaire des stocks pour essayer de limiter la dépendance, on va dire, aux flux et notamment les flux venus d'Asie. Donc dans ce contexte-là, l'année a été difficile parce qu'en fait certains de nos clients ont souffert de la situation économique, d'autres ont un peu mieux tiré leur épingle du jeu. Et donc, on est dans une logique assez contrastée, mais l'immobilier logistique en lui-même se porte assez bien. Voilà, donc il a vraiment fallu s'adapter et puis il y a eu aussi une forte demande sur certains produits. C'est ce que vous avez ressenti, vous aussi, en tant que chargeur ? Totalement. Nous, donc Exertis, on est un distributeur de produits électroniques. Donc, on a vécu la crise depuis même un an, parce que février, de façon notable, mais avec... Au lieu de faire des croissances de plus ou moins 20%, on a fait des croissances de plus 100% à moins 60% en fonction des mois, des produits, des segments. Donc il a fallu avoir une souplesse, une réactivité, faire face aussi à des phénomènes de rupture, puis après de boom. On adresse, nous, en effet, la distribution physique, le retail, le e-tail, et on a également développé des marketplaces. Donc on se retrouve avec une palette de besoins, de produits, de segments et de clients d'une variété importante et avec des dynamiques très très différentes. Vous travaillez pour des grands distributeurs ? Oui, nous on livre des grandes marques. On a une centaine de marques, Microsoft, Logitech ou Sonos, que l'on distribue à des centaines de clients, que ce soit Amazon, Fnac, Darty ou Carrefour, ou des indépendants. En France, et puis, autour de la France, on exporte aussi un petit peu dans les dom-toms, mais aussi en Italie, en Allemagne. Voilà, on profite du Brexit un peu. Très bien. Alors, Cécile Tricot, le thème aujourd'hui, c'est comment l'immobilier logistique s'adapte justement à cette nouvelle donne et aide surtout les chargeurs. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que ça vient uniquement de l'organisation des entrepôts ? Il y a plusieurs facteurs et je vais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Fabrice pour commencer. On voit qu'un entrepôt, ça peut servir à la fois le e-commerce, à la fois le commerce physique, à la fois servir le client final ou des distributeurs et toute cette chaîne commerciale. Et donc en fait aujourd'hui, les entrepôts s'adaptent à cela. Avant, on avait des entrepôts qui étaient uniquement faits pour le commerce physique. Et puis petit à petit, on voit qu'on adapte les entrepôts. Donc ça, c'est un premier facteur d'évolution. Un deuxième facteur d'évolution qui est très important, c'est qu'on essaie aujourd'hui de faire des sites dans lesquels il fait bon vivre. C'est-à-dire que très longtemps, lorsqu'on travaillait dans la logistique, c'était, on va dire, un métier qui était peut-être moins favorisé ou moins considéré. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, et notamment parce qu'il y a une assez forte tension sur la main-d'œuvre. C'est un métier qui est extrêmement demandeur en main-d'œuvre. Et aujourd'hui, il faut attirer la main-d'œuvre, la fidéliser, attirer les bonnes personnes. Et ce faisant, en fait, l'entrepôt s'adapte, par exemple, en essayant d'améliorer la qualité de vie à l'intérieur. Oui, donc c'est améliorer non seulement l'environnement pour les clients, mais aussi pour les salariés, ceux qui y travaillent. Donc, alors, votre marque, c'est le Park Life, c'est-à-dire que c'est un environnement complet qui est, j'allais dire, charté
en fin de compte, pour répondre à un certain nombre de besoins. C'est un concept qu'on a développé, et on l'a développé non seulement en France, mais même à travers l'Europe. En fait, on a identifié, on s'est aperçu qu'en gérant nos entrepôts, on avait tout un tas de petites initiatives locales. Sur un entrepôt, sur un site, on avait mis en place des chargeurs pour les véhicules électriques ou les trottinettes. Sur un autre site, on avait mis en place un parcours sportif. Un troisième offrait une offre de restauration ou de transport. Et on s'est dit, il faut qu'on mette en commun toutes ces excellentes idées et qu'on essaie de voir comment on peut les déployer de manière plus organisée. Et c'est comme ça qu'est né le concept Park Life. On travaille énormément aussi sur les espaces intérieurs. On construit des bureaux. Quand on construit un entrepôt, il y a toujours une zone de bureau qui est associée. Auparavant, on faisait des choses qui étaient peut-être d'une qualité, on va dire, de bonne qualité, mais malgré tout pas très haut de gamme. Et aujourd'hui, on essaie d'avoir des espaces de repos, des espaces d'accueil pour les chauffeurs, des zones de bureaux qui soient tout à fait qualitatives et comparables à celles que l'on peut trouver en centre-ville. Vos clients, vous reconnaissez ces atouts ? Je les reconnais, puis c'était lors de l'appel d'offres qui a un peu plus de 4 ans maintenant. C'était un des points finalement un peu la cerise sur le gâteau, au-delà de l'offre économique et la robustesse de l'entreprise et le respect des délais, parce que je me remettais un petit peu en arrière, mais c'était un point, alors que ça avait été des années où il y a fait beaucoup de froid, de neige, et nous, on était dans un moment de fusion, de réorganisation, donc d'avoir l'entrepôt dans les temps, c'était important. Aussi de pouvoir, Prologis avait pu nous fournir aussi des personnes, de chefs de projet, pour nous accompagner dans la construction d'un nouvel entrepôt et le déménagement. Et alors après, de façon très concrète, peut-être qu'avant on a déménagé de 20 km, on est passé de Roissy à Marly-la-Ville, mais on était peut-être dans une passoire thermique, mais aujourd'hui il fait bon vivre dans l'entrepôt. Et c'est incroyable, on n'a jamais eu de problème de chaud ou de froid, alors que dans l'ancien, on avait au mois d'août, lors des canicules, on avait quelques jours où c'était compliqué, c'était presque un peu inhumain, voire des points d'un point de vue légal où on ne pouvait plus travailler. Pareil côté froid, et là il y a une... avec le bois, avec les LED, avec les... Voilà. Et après, dans le côté... confort thermique. Vraiment. Et du coup, pour les équipes, avec aussi une inertie thermique, hein, parce que moi, j'y vais particulièrement quand il fait chaud et froid pour en rendre compte, voilà, si ça dure 10 jours, il y a un problème, mais finalement, ça ne dure pas 10 jours, les phases de froid. Et après, sur les autres points, en effet, et c'est un point où on a beaucoup aussi travaillé avec Prologis sur là où il fait bon vivre. Donc, c'est avec notre cafétéria. On a même rajouté, pendant les travaux, une terrasse, qu'on a une bonne exposition, et je sais que voilà, pendant les beaux jours, la terrasse est occupée par les salariés, et c'est vrai qu'on veut qu'ils fassent bon vivre, parce que moi c'est ma vision de l'entreprise, mais c'est aussi notre intérêt pour garder et attirer les meilleurs. Ouais. Alors justement, Prologis, est-ce que vous pouvez nous dresser le périmètre de l'entreprise? C'est le leader français en immobilier logistique? Alors, effectivement, on est très implanté en France. On est implanté sur les marchés que l'on appelle les marchés de la dorsale logistique, puisqu'en France, il y a une zone très consolidée pour la logistique qui va de Lille à Marseille. On a également des entrepôts au Havre, à Orléans. Et puis on voit aujourd'hui un phénomène qui est que cette dorsale qui a été très très longtemps la référence, aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs commencent à regarder en dehors de ces zones-là, notamment pour des raisons d'accès au foncier, pour pouvoir développer des entrepôts, et puis également, on vient d'en parler, d'accès à la main-d'œuvre. Donc nous, on gère 3 millions de mètres carrés, on est à la fois gestionnaire, mais on est également développeur, ce qui veut dire qu'en fait, on a une sorte de cycle vertueux qui nous permet à la fois d'être extrêmement innovant sur les nouveaux entrepôts que l'on construit, et puis également ensuite, lorsqu'on les passe en gestion, de récupérer toutes les bonnes idées et les bonnes pratiques de gestion pour à nouveau réalimenter la machine du développement. Donc on s'enrichit au quotidien. Exactement. Justement, donc, vous tenez compte des besoins, hein, c'est normal, des clients, mais comment vous les anticipez? Vous avez créé un label, une marque pour justement... aller piocher partout les bonnes idées et après les utiliser? Alors, on a un petit peu changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on a très longtemps été un opérateur immobilier. Et un opérateur immobilier qui construisait des entrepôts, on est leader, on est extrêmement spécialiste. Donc, on savait très très bien quel était le bon entrepôt et on expliquait à nos clients ce qu'était un bon entrepôt. Et puis, au fur et à mesure, on s'est tourné vers une organisation qui était plus centrée vers le client que vers nos entrepôts. Et on a commencé à les interroger pour savoir quels étaient réellement leurs besoins. Et aujourd'hui, on est dans une logique beaucoup plus de sur-mesure. On continue à faire des entrepôts qui soient très adaptés ou très flexibles et qui permettent d'accueillir un grand nombre de clients. Mais ensuite, on rentre un petit peu plus dans la logique du client pour essayer d'adapter complètement l'entrepôt à son besoin. Et dans ce contexte-là, on a effectivement mené une grande campagne pour interroger nos clients et connaître vraiment leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on a développé un certain nombre d'offres
qui permettent de répondre à des besoins très précis, notamment au moment où les clients s'installent dans l'entrepôt. Donc là, c'est votre marque Essentials Voilà. qui permet d'anticiper les besoins et de les mettre au service des autres. Et ce qui est important, c'est que du coup, vous libérez vos clients, vous libérez les chargeurs de tous les autres soucis. C'est-à-dire c'est une livraison clé en main d'un concept global. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, alors, Essentials, en fait, c'est une place de marché. On a passé des accords avec un certain nombre de fournisseurs ou de prestataires qui nous permettent, en fait, lorsque le client s'installe dans son entrepôt, effectivement de le décharger au maximum de tout un tas de problématiques et lui permettre de vraiment se concentrer sur la gestion de son entrepôt. C'est quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de services que l'on propose qui vont s'étoffer au fil des années. Cette année, on va à nouveau élargir un peu la palette de notre offre. Aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est l'installation des LED dans l'entrepôt. C'est également l'installation des racks. Parce qu'une des grosses problématiques, on va dire un des gros enjeux lorsqu'on s'installe dans un entrepôt, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le racking, en fait, en tout cas l'implantation des racks. On travaille aussi sur tout ce qui est engins de manutention, outils de levage, etc. Et donc là, on a des solutions à proposer à nos clients pour leur permettre d'avoir accès à cette place de marché dans des prix que l'on a négociés. Alors, on va reparler dans un instant justement de cette modernisation, cette digitalisation, mais j'aimerais d'abord avoir votre avis. Vous validez tout ce qu'a dit Prologis, tout ce que dit mon propriétaire. Non, je valide et c'est des points aussi en se parlant, parce que ce qui est aussi agréable avec Prologis, c'est qu'on peut, grâce à vous, mais régulièrement avoir des échanges agréables, mais également piquants sur des points de détail et comprendre là où ils vont. Du coup, nous, de pouvoir adapter en interne ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas. Et c'est vrai que moi, fondamentalement, si je peux moins m'occuper des racks, moins m'occuper des Fenwick, c'est des choses qui font du sens. Et il y a des points entiers que je ne voulais pas faire parce que moi j'ai d'autres choses à faire, une notion de cœur d'activité. Donc c'est vrai, voilà, donc d'avoir déjà un entrepôt, que je pense que c'est très important et c'était un des points qui soit le plus haut en termes de normes écolo, respect de l'environnement, c'est top et c'est la norme BREEAM et je sais que nous on a toujours un des meilleurs entrepôts. Voilà, donc nous déjà on est en avance et nous on appartient à un grand groupe coté donc aussi qui est là-dessus, mais donc nous on est en avance de 2 ou 3 ans sur ce point et on est toujours au top. Et par contre après le point, moi, que j'attends et que j'ai avec Prologis, mais c'est compliqué, c'est la souplesse. C'est que pendant l'appel d'offres, finalement, nos besoins ont évolué. Nous, l'entrepôt, il a changé d'organisation. Il change quasiment une fois par an, et de façon significative. Donc, on a 4 cellules, on passe sur 3, on rack, on dérack, on a des zones, on a des ruches. Donc, il faut bouger ça. Nous, alors, l'entreprise est en croissance soutenue. Bon, tant mieux pour nous. Mais les besoins ont changé avec des produits à plus forte valeur ajoutée, mais qui prennent moins de place. Donc, moi, à un moment, j'ai dit à Prologis, j'ai besoin de plus de place, j'ai besoin de moins de place, et potentiellement, j'aurai à nouveau besoin d'une place différente, soit d'être carrément sur une dalle de béton, soit dans des boîtes en carton, parce que moi, je livre soit ça, soit 4 semis-entiers, avec du J+1 ou du M+1. Donc une grande souplesse qui attend. Voilà, donc c'est ce que j'attends de Prologis. Justement, là vous touchez du doigt un point important, c'est l'entrepôt 4.0, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, digitalisation, numérisation, robotisation, enfin tout ce qui autrefois s'appelait l'automatisation, mais maintenant on est passé à l'échelle au-dessus. Vous en êtes où chez Prologis? J'imagine au top. Évidemment, on est très en avance. Alors, il y a plusieurs aspects, effectivement. Dans les aspects de digitalisation, ça couvre, en fait, c'est un terme générique qui couvre un grand nombre de domaines, donc je vais me focaliser sur peut-être quelques-uns et pas tous les couvrir. La digitalisation, par exemple, vous venez de parler du décret tertiaire, on est en train de travailler sur un outil qui va nous permettre de récupérer toutes les consommations de nos clients de façon à pouvoir ensuite piloter les consommations. Alors comme entre-temps on a construit des entrepôts qui sont de plus en plus ou de mieux en mieux isolés, de plus en plus vertueux vis-à-vis de l'environnement, de moins en moins consommateurs ou du moins émetteurs carbone, en fait ça va nous permettre de mesurer en fonction du patrimoine existant et du patrimoine plus neuf, un petit peu quels sont les écarts et de pouvoir ensuite agir. Parce que l'intérêt de la digitalisation, c'est pas seulement de récupérer de la donnée, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et donc une des applications, c'est de pouvoir comparer le comportement thermique, par exemple, de certains entrepôts et de pouvoir ensuite avoir une action sur les entrepôts qui nécessitent d'être rénovés, par exemple. Voilà.
Alors ça, c'est un des aspects. Donc on travaille énormément, nous, sur l'aspect énergétique des bâtiments. Data pour l'énergie. Voilà, donc je reviens sur les LED. On a mis des LED dans la totalité de nos entrepôts. On n'est pas les seuls à le faire, naturellement, mais ça, par exemple, ça permet de limiter, évidemment, la consommation. Sur un autre registre complètement différent, au niveau de l'automatisation, aujourd'hui, il y a un mouvement vers l'automatisation des entrepôts, pas tous. Un des freins principaux, c'est le coût. C'est-à-dire que automatiser un entrepôt, ça coûte 4 à 5 fois plus cher qu'un entrepôt, on va dire, plus traditionnel. Donc, pour pouvoir investir ces sommes-là, il faut pouvoir se projeter à long terme. Et on sent que dans des périodes de crise, c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, l'automatisation, elle est drivée, si je peux dire ça comme ça, par plusieurs facteurs. Le premier, c'est la pandémie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Covid, en fait, entraîne un surcroît d'absentéisme, peut-être des mesures spécifiques de distanciation, etc. Et donc, à un moment donné, on se retrouve avec une disponibilité de la main-d'œuvre qui fait qu'on commence à se poser la question de savoir si certaines tâches ne pourraient pas être automatisées. Un autre élément, c'est la main-d'œuvre, elle est dans certaines zones, et puis parfois le client à servir, il est dans d'autres zones, et dans des zones peut-être plus denses. Et dans ces zones denses-là, c'est plus compliqué de trouver de la main-d'œuvre logistique. En revanche, on a besoin d'être plus près du consommateur final, et notamment, ça a ensuite un impact vertueux sur l'environnement, les transports, etc. Un autre élément, c'est le e-commerce crée un besoin accru en main-d'œuvre également. Et donc, tous ces facteurs-là font qu'il y a une vraie réflexion autour de l'automatisation qui, aujourd'hui, donc en fait, il y a certains acteurs essentiellement du e-commerce qui vont qui se lancent dans ce... voilà. Donc si je comprends bien, il ne faut pas faire du tout numérisation, tout automatisé. C'est-à-dire qu'il faut garder encore une part, un volant, j'allais dire, d'humain pour s'adapter à la demande, et notamment le e-commerce, parce que c'est vrai que les marketplaces, bon, on ne va pas citer les grandes marques de e-commerce, les grands noms, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un volume accru aujourd'hui de colis qui nécessite de l'unité en fin de compte, et non plus de la masse. Voilà, et donc là vous reconnaissez, vous avez ressenti cette difficulté pour servir Carrefour notamment, on peut les citer, hein, vous avez des grandes marques. Nous, ce qu'on reconnaît, c'est que les besoins de nos clients, l'écart des besoins a beaucoup agrandi. Encore une fois, entre les places de marché, les marketplaces où on livre le consommateur final, et après des camions en entier, y compris en dehors de la France. Et donc ça nécessite de mieux travailler, nous, avec nos fournisseurs qui sont nos partenaires, de mieux, donc aussi bien en termes d'approvisionnement avec toute la rupture qu'on peut avoir, de mieux travailler aussi avec les transporteurs, parce que les contraintes de transport, de livraison augmentent, donc aussi d'avoir une palette de transport et d'échanger de la data avec nos fournisseurs, avec nos transporteurs, pour que ça soit beaucoup plus fluide. Donc voilà, EDI, mais au-delà de l'EDI, partage de data. Nous, on investit beaucoup dans des outils de prévision avec des algorithmes assez puissants, mais qui nous permettent d'expliquer, même si on est un intermédiaire entre des grandes, moyennes ou petites marques, et pareil côté client, mais en tous les cas d'arriver à faire de la prévision. Alors, en ce moment, faire des prévisions à 1 an, c'est pas possible, mais en tous les cas, on arrive à faire des prévisions quelques jours, semaines, mois. On n'arrive pas à dépasser, mais en tous les cas, à 2 ou 3 mois, on arrive à être précis. Et après, en effet, de pouvoir partager, et j'entends, merci, j'apprends des choses sur Prologis, mais d'être en effet dans le partage de la data, parce que nous aussi, on est engagé dans une démarche de RSE et de réduction de carbone, donc de partager cette data de façon automatisée a besoin. Et pour répondre à votre question après sur la souplesse, nous, notre activité peut passer du simple au double en fonction du mois de novembre à celui de février. Donc on a besoin en effet beaucoup de cette souplesse. Et donc après, pour nous, on va plutôt sur la mécanisation que de l'automatisation, sans jouer avec les mots. Je ne suis pas l'homme de l'art de la supply, mais en tous les cas, c'est l'intermédiaire entre du 100% humain et du 100% automatisé. Mais encore une fois, c'est très lié à notre activité qui apporte un côté vraiment ad hoc. Et donc, cette mécanisation, et là aussi, dans les entrepôts que l'on a, on doit pouvoir passer de zones de travail 100% humaine à de la mécanisation, à de l'automatisation. Exertis est présent dans 20 pays et à plus de 20 entrepôts. Et il y a certains entrepôts qui sont qui sont partiellement automatisés ou automatisés, mécanisés et manuels. Donc c'est vraiment une grande souplesse qui est demandée avec le paramètre compétitivité. Parce que là, j'imagine, vous êtes en compétition et en concurrence avec énormément d'acteurs. Parfois même à l'étranger, il faut le préciser. Alors comment faites-vous pour justement trouver le juste prix et donner un juste coût ?
En fait, notre élément de différenciation, il se fait sur les services. C'est-à-dire que le prix et le coût, on est dans un marché qui est, comme vous le dites, très compétitif et puis un marché qui est assez mature. Donc, en fait, les prix sont relativement connus, ils sont relativement établis. Donc, en fait, ce qui fait la différenciation, c'est effectivement tous les éléments de souplesse que l'on peut introduire. Naturellement, nos compétiteurs ont également leurs éléments de compétition, mais vraiment, nous, on profite de notre situation, on va dire, de leader pour essayer d'être sans cesse innovant et de sans cesse mettre en œuvre de nouvelles solutions. Et la clé, c'est vraiment la proximité avec le client. Et par exemple, en 2020, malgré la pandémie et malgré toutes les modifications d'organisation, enfin tout ce que ça a demandé en termes d'adaptation, on a modifié notre organisation. On a modifié notre organisation, on a notamment réintégré un certain nombre de fonctions, et notamment celles qui sont les fonctions que l'on appelle de facility management, donc qui consistent à s'occuper au quotidien des actifs et des clients, pour aller encore une fois vers plus de proximité avec le client, que le client est un interlocuteur au quotidien sur lequel il puisse se reposer, et qui travaille pour lui avec les valeurs de Prologis dont je viens de parler, qui sont vraiment l'écoute, le service et la résolution de problèmes. On est là pour aider les clients à résoudre leurs problèmes. Parce qu'il y a aussi la question de la souplesse finale, le dernier kilomètre, et l'environnement. Là aussi, c'est un paramètre que vous avez intégré, puisque je ne parle même pas du décret, bien sûr, mais le fait de veiller à ne pas trop créer de nuisances autour des entrepôts, par exemple. Donc la dimension de l'environnement, et je reviendrai après sur le dernier kilomètre, mais la dimension de l'environnement, c'est quelque chose que l'on a intégré depuis très très longtemps. Et ça fait une dizaine d'années que l'on travaille. Et comme je disais, comme on fait du développement, chaque immeuble est un peu plus performant que le précédent. Par exemple, l'immeuble d'Exertis que l'on a livré il y a quelques années, là, il y a 3 ans, est un immeuble qui est extrêmement performant, comme Fabrice le disait, en termes de confort thermique. Et ça, c'est lié à l'isolation de l'immeuble, à la manière dont on a mis en place la gestion des énergies. Mais au fur et à mesure, on avance dans notre engagement environnemental et on travaille également sur des solutions sur l'absorption des eaux pluviales, parce que ça, c'est un autre enjeu de l'environnement, pardon, la récupération des eaux. Un autre enjeu, c'est la biodiversité. Aujourd'hui, on est en train de construire un entrepôt dans le sud de la région parisienne. C'est un entrepôt qui fait 100 000 m². Et sur cet entrepôt, on a calculé sur son cycle de vie de 50 ans. Donc pas seulement au moment de la construction, pas seulement au moment de la démolition, vraiment sur les 50 ans de vie de l'entrepôt, avec toutes les solutions technologiques que l'on a mises en œuvre, on a réussi à réduire l'impact des émissions carbone de cet entrepôt de 80%. Et les 20 derniers pourcents, on les compense par des actions de reforestation. Donc ce n'est pas réellement de la réduction, on va dire, sur place, in situ, mais il y a 80% des émissions que cet immeuble aurait dû faire s'il avait été construit de manière traditionnelle, qui ne seront pas faites sur un cycle de vie de 50 ans. Ça, on le fait en, par exemple, décidant de ne pas chauffer l'immeuble au gaz. Donc on avait la possibilité, puisque le site est alimenté, on a décidé d'utiliser uniquement l'électricité sur cet immeuble. Cette électricité, elle est produite sur place puisqu'on a mis en place des panneaux solaires. Et les panneaux solaires récupèrent l'électricité en été, et généralement le chauffage, on a besoin plutôt en hiver. Et donc on a une solution de stockage via des batteries par géothermie, de stockage de l'énergie que l'on produit en été pour ensuite la restituer en hiver. Voilà. C'est passionnant. Et à l'inverse aussi, comme souvent ces entrepôts sont situés en zone rurale, il y a la question du pollen qui pourrait peut-être venir gêner Effectivement, c'est vrai que c'est gentil de me lancer sur ce site. C'est intéressant parce qu'on oublie que souvent c'est près des forêts, près des champs. Absolument. Moi, je reçois mes pots de miel Prologis. Voilà. Et les abeilles viennent chez vous. On a mis en place des ruches. On profite. Nous, on travaille sur des parcs logistiques. Donc, on a non seulement des entrepôts, mais on a aussi du foncier autour. Et l'intérêt d'être dans un parc, c'est qu'on peut mettre en commun tout le foncier que l'on aurait pu utiliser si jamais on avait fait du immeuble par immeuble. Et on a mis en place des ruches. Bon, en se disant, ça va aider, effectivement, on a la place, autant le faire. Et puis, on est aujourd'hui en contact avec une entreprise qui, une entreprise qui récupère le pollen des abeilles dans nos ruches. Les abeilles, ce sont des drones naturels. Ce sont des drones qui vont aux alentours de la ruche et dans un périmètre en diamètre plutôt de 5 km, elles vont du coup butiner ce qu'il y a. Et donc, on peut, grâce à ça, faire une cartographie de la flore environnante. C'est extraordinaire. Et en faisant cette cartographie, on peut identifier quelles sont les espèces qui sont présentes. Donc ça peut être des espèces
endogènes qu'on a envie de conserver, mais ça peut être des espèces invasives, ça peut être également, on peut identifier des manques dans les espèces, et on peut ensuite agir dessus. C'est-à-dire, ça redevient un laboratoire dans lequel on peut reconstituer de la biodiversité en ayant des actions positives, non seulement sur nos sites à nous, mais sur tous les sites environnants, c'est-à-dire aller trouver les agriculteurs, aller trouver la mairie qui fait son plan d'aménagement paysager de sa ville. Ça peut aussi permettre d'identifier la présence d'un certain nombre de métaux, en tout cas d'éléments polluants sur lesquels ensuite on peut agir pour essayer de les retirer. Donc c'est un domaine absolument passionnant sur lequel qu'on a mis en place sur certains centres. Vous arrivez à faire récolter du miel par des apiculteurs. Donc d'accord, c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Donc on va terminer parce qu'on va avoir une question, je crois, extérieure avec Laurent. Alors, quand même, juste pour terminer, conclusion, si je comprends bien, c'est de la gestion, mais aussi beaucoup de conseils. C'est ça qui peut résumer l'ADN, le savoir-faire de Prologis. C'est passer d'une logique d'un opérateur immobilier à la logique d'un opérateur de services et de conseils auprès de nos clients. Et ce que vous reconnaissez comme qualité principale voilà, très bien. Je l'ai dit. Alors, Laurent va nous donner peut-être l'avis d'un vidéo, comment on appelle ça, un internaute. Un internaute. Donc bonjour à tous. J'ai plusieurs questions. Il nous reste 4 minutes, donc je vais arbitrairement choisir une. Il y avait une question effectivement sur la transition énergétique, mais Cécile, vous y avez répondu. Donc là, c'était sur la colonne vertébrale historique, l'île Marseille. Mais aujourd'hui, comment se matérialise justement le nouveau maillage des entrepôts au niveau national par rapport à la situation actuelle? Alors, ça va me permettre de faire la transition un petit peu sur la logistique urbaine, mais en fait aujourd'hui on a certains des clients souhaitent s'installer sur des zones qui ne soient pas forcément sur la dorsale, soit parce qu'encore une fois on parlait de raréfaction du foncier, donc on a aujourd'hui besoin d'aller chercher des territoires un petit peu différents. On a aussi besoin de trouver de la main d'œuvre. Encore une fois, la logistique c'est peu connu, mais c'est très 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 pourvoyeur ou demandeur en main d'œuvre. Donc il faut trouver des bassins d'emploi dans lesquels dans certains endroits la main d'œuvre est relativement asséchée. Donc il y a une partie du maillage aujourd'hui le maillage va aller de plus en plus près du consommateur. Donc en fait il y a certains bassins comme notamment la ligne plutôt sud-ouest qui sont moins identifiés comme des sites logistiques et qui aujourd'hui se renforcent. Et puis il y a un autre élément qui est que pour se rapprocher du consommateur final, on garde les grands sites périphériques, mais aujourd'hui on cherche à mailler les territoires plus denses, notamment en région parisienne, notamment en région lyonnaise, de façon à pouvoir se retrouver au plus près et pour servir la ville. En fait, l'idée, c'est vraiment de consolider, plutôt que d'avoir des flux qui partent de grandes périphéries et qui traversent les villes, on essaie d'avoir des zones dans lesquelles on reconsolide les flux venus de l'extérieur. Et ça permet aussi, et ça a un intérêt pour l'environnement, de faire repartir de ces sites-là des flux plus doux et plus organisés. Plutôt que d'avoir 100 voitures qui vont chercher leurs produits, eh bien, il y a un camion plus petit, électrique, qui peut faire le tour de la ville. Et vous avez des prestataires qui justement vous fournissent les flottes de camions électriques? Alors nous, on n'est pas opérateur. Ça, en fait, ce sont nos clients, en fait, les prestataires de nos clients qui, eux, se chargent de la partie transport. Laurent, on en reste là, pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, merci infiniment à tous les deux pour ce bel éclairage sur Prologis et sur votre activité aussi Extersis. Merci beaucoup. Restez avec nous puisque la deuxième journée Agora Live Supply Chain se poursuit avec un nouveau rendez-vous dans un instant. À tout à l'heure. Et ben voilà, merci beaucoup, c'était très intéressant.